Donc, je suis André Capuro, je suis le fondateur de la société Orkis et je vais vous présenter sans essayer d'enfoncer des portes ouvertes et essayant de dire des choses pertinentes sur l'IA générative et en particulier les larges modèles de langage et ce qu'on en fait un petit peu chez nous au sein de notre gamme de produits. Alors, 2 mots sur Orkis. Donc, Orkis, existe depuis une trentaine d'années. On est sur le marché du DAM depuis cette époque-là. Et on a 3 métiers. On est éditeur, hébergeur et on fait de l'infogérance de bases de données médias pour des très grands comptes, ministère des Armées, pour des collectivités territoriales. Et tout le monde parle d'IA vraiment beaucoup depuis 2-3 ans. Nous, on en fait depuis 13 ans. Donc, on en fait avec des partenariats de recherche autour de programmes agréés par l'Agence nationale de la recherche, avec des laboratoires que vous avez là, qui sont le LIA à Avignon, Eurecom à Sofia et le LIUM au Mans. Voilà, donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est que le DAM, c'est de la gestion d'assets visuels. Alors, un point important, c'est que toute la partie IA est en fait une partie en mode SaaS, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'IA en on-prem, pour des raisons qui sont liées en fait à la puissance de calcul nécessaire pour pouvoir traiter les données. Par ailleurs, alors je dis on-prem parce qu'en fait nous on a une gamme de produits qui peut s'installer soit on-prem, soit en SaaS. Donc très souvent les clients qu'on a installés en on-prem sont des clients avec des très hauts niveaux de confidentialité, très haut niveau de sécurité. Ministère des Armées ou CEA ou autre, et là, évidemment, il n'y a pas de connexion vers l'extérieur. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie des IA génératives qu'on appelle les LLM. Les LLM sont ce qu'on appelle les Large Language Models. C'est en fait le modèle de GPT. Donc, ils sont un peu à la base de toute cette lame de fond de l'IA générative, puisque pour générer des choses, il faut déjà exprimer des informations qu'on va appeler des prompts. Et donc, les algorithmes qui vont traiter ces prompts s'appellent des LLM. Alors, j'ai essayé de ne pas faire trop théorique, parce qu'on peut être très vite très théorique dans ce domaine-là. Mais j'ai fait un slide pour vous montrer, vous expliquer, tenter de vous expliquer ce qu'est un LLM. Donc, alors GPT, la traduction de l'acronyme, c'est Generative Pre-trained Transformer. Un transformer, c'est quoi? C'est une architecture logicielle qui va être basée sur des briques logicielles qu'on appelle des décodeurs et des encodeurs. Alors le décodeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le prompt, il va le décomposer, il va l'analyser, et donc en fonction du contexte de notre question, il va le subdiviser en tokens. Le token, c'est quoi? Quand vous avez une phrase, vous avez dedans des mots, vous avez des bouts de phrases, vous avez des ponctuations, et donc en fonction du contexte, le décodeur va générer un certain nombre de tokens qui vont lui servir après pour interpréter ce que vous lui demandez et pour ensuite vous répondre. Mais un token, ça peut être, comme je dis, une ponctuation, mais pour des mots qu'on appelle des mots hors vocabulaire, c'est-à-dire des mots qui ne sont pas connus des modèles de langage, un nom de marque, un acronyme, une plaque d'immatriculation, puisque nous on détecte aussi des plaques d'immatriculation sur les centres d'appel. On peut décomposer en fait ces mots en sous-ensemble un sous-ensemble de mots. Et tout ça va générer un certain nombre de tokens. Donc l'encodeur, il va générer la séquence de sortie étape par étape. Et en gros, il va vous faire la réponse. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'apprentissage de ces modèles, qui demandent un volume énergétique colossal, on verra un petit peu tout à l'heure, utilise des méthodes probabilistes. C'est-à-dire qu'en fait, il va déterminer la chance de prédiction du mot suivant, le mot courant, en fonction d'un contexte donné. D'accord? Alors ça, c'est important par rapport à la petite conclusion que je vous ferai tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des méthodes probabilistes et donc qui se basent sur des données préexistantes. À partir du moment où ils n'ont pas les données, ils ne savent pas interpréter, clairement. D'accord ? Ce qui fait que
la loi de mise à l'échelle des LLM, ça veut dire que logiquement, plus il y a de données, plus les paramètres sont importants et plus les corpus de données sont importants et plus le LLM va être performant au bout du compte. Mais là, on arrive très très vite à une profusion qui est très problématique aujourd'hui compte tenu de l'impact climatique de ces modèles. Alors, pour pouvoir parer un petit peu à ça, les acteurs et les éditeurs sont allés vers des optimisations pour pouvoir affiner en fait ces modèles, soit en fonction d'un contexte donné, d'un contexte spécifique, hein, donc par rapport à un type d'application. Donc vous avez par exemple une start-up qui a développé sur la base de Mistral AI. Mistral AI, vous connaissez, je sais pas, peut-être c'est un acteur français, c'est le seul acteur français, il faut essayer de le préserver. Ils ont développé un modèle qui s'appelle BioMistral pour la santé, par exemple. Donc ça veut dire qu'en fait, sur un modèle qui est pré-entraîné de manière transverse, on va spécialiser ce modèle sur une application spécifique. Ensuite, il y a également une grosse tendance aujourd'hui, ce qu'on appelle les RAG. Les RAG, c'est quand vous interrogez ChatGPT sur un événement, une information qui correspond à un événement qui vient d'arriver, eh bien, il ne saura pas vous répondre. Il vous dira « je ne suis pas au courant » ou il vous fera une réponse bateau. Donc les RAG vous permettent en fait d'optimiser et d'accroître la pertinence des données en fonction d'un contexte de données actuel. Ça peut être par exemple des données qui apparaissent sur votre intranet d'entreprise qui vont permettre d'optimiser le modèle. Voilà, donc ça c'est un peu les éléments de base. Alors évidemment on peut aller très très loin, mais je ne le ferai pas parce que d'abord je n'aurai pas les éléments techniques pour le faire. Ce qu'il faut savoir, ce sont des sources qui nous sont fournies par le LIA Avignon, avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on a créé une chaire de recherche dans laquelle on a une dizaine de sociétés en pointe, dont Airbus, Orange, etc. Et nous. Voilà, donc le panorama de quelques LLM qui sont récents. Hein. Alors là, je vous ai mis en fait les métriques qui sont importantes. Si vous prenez GPT, alors prenons le plus connu aujourd'hui, celui qui est gratos sur Internet, c'est GPT-3. Hein. Donc c'est OpenAI, 175 milliards de paramètres. D'accord. Alors un paramètre, c'est quoi? Figurez-vous, vous regardez nos amis de la régie derrière, ils ont des tables lumière ou des tables de mixage avec un tas de boutons à tourner là. D'accord. Donc en fait, ils vont régler les paramètres de sortie par rapport à l'entrée en fonction de ces boutons. Un paramètre, c'est ce bouton-là. D'accord. Donc ça veut dire que quand il a 175 milliards de paramètres, il y a 175 milliards de boutons à régler pour pouvoir obtenir le résultat. Alors évidemment, c'est impossible à faire par un homme. Donc c'est le modèle lui-même qui va s'entraîner en fonction des données qu'on va y injecter et en fonction du résultat qu'on va lui demander, il va régler ses paramètres. D'accord. Alors là, ça c'est le plus connu. Après, vous avez Llama 2 qui est le modèle de Meta, Palm 2 qui est le modèle de Google. Et vous avez les quantités en nombre de gigaparamètres. Hein, donc 340 milliards pour Palm 2, entre 7 et 70 milliards pour Llama 2. Après, je vous ai mis pour la bonne bouche un modèle chinois, parce qu'il faut bien se douter qu'un de ces quatre, ils vont nous tomber dessus, qui s'appelle Yi. Et puis notre petit français, Mistral AI, qui est quand même une licorne, hein, qui est valorisé plus d'1 milliard d'euros, et avec lequel nous, on travaille pour des modèles souverains. Voilà. Alors, si vous regardez les volumétries, si on prend GPT-4 Turbo, qui est celui-là, hein, qui est le plus récent chez OpenAI, ils n'ont pas publié quel était le volume en nombre de paramètres aujourd'hui. On estime qu'il peut être au-delà de 100 téraparamètres, c'est-à-dire 100 000 milliards de paramètres. D'accord ? Donc, ça veut dire que ici, GPT-3, pour l'entraîner, il a fallu 1287 mégawattheures. C'est-à-dire qu'il a fallu l'équivalent d'une tranche nucléaire pendant 1 heure. Okay, donc ça veut dire qu'en fait, GPT-4 Turbo, c'est plusieurs dizaines de fois 1000 mégawattheures d'entraînement. Si on prend Palm 2, on est entre 3 et 4000 mégawattheures. Donc entre 3 et 4 tranches nucléaires. Hein, vous prenez l'EPR de Flamanville, ces 3 tranches nucléaires, ça vous fait à peu près ça pendant 1 heure. Et donc,
Donc ça, c'est un élément qui est fondamental et qui, à mon avis, enfin, moi en tant qu'éditeur, nous en tant qu'éditeur, on essaie de prendre en compte le plus possible dans l'évolution de nos fonctionnalités produits et dans les partenaires que l'on va choisir. Alors, les opportunités des LLM pour le DAM, alors, clairement, la première opportunité, c'est la capacité, à partir de certains contenus sources, de produire des textes en langage naturel. Hein. Donc, ça veut dire, par exemple, vous indexez votre base à partir de mots-clés et vous titrez vos images en automatique. Ça peut être sympa à faire. Ensuite, quand vous avez des PDF, vous pouvez les reformuler. Hein. Vous analysez, vous ossérisez le texte, puis vous pouvez reformuler le PDF ou le synthétiser. Ça marche pas mal aussi. Ça permet de créer moins de bruit de recherche quand on va chercher les PDF. Idem sur les vidéos, les podcasts. Nous, on fait de la transcription automatique avec le LIA, hein, c'est-à-dire qu'on fait de l'extraction automatique de contenu pour des vidéos, des podcasts. Alors, rassurez-vous, je fais beaucoup de blabla, là, mais je vous montrerai 2-3 choses après, hein, pour éviter que tout le monde s'endorme après le déjeuner. Donc, à partir de leur contenu ou de leur transcription. Ça, c'est le premier pool de fonctionnalités très intéressant dans le domaine du DAM. Ensuite, c'est leur capacité à interagir avec le monde extérieur, c'est-à-dire la possibilité d'aller chercher de l'information pour pouvoir mieux identifier les données à l'extérieur du système d'information. Et puis, alors nous, ce qu'on met en œuvre et qui nous intéresse pas mal, c'est leur capacité multimodale. Alors, dans le cadre de GPT-4, par exemple, ça nous permet, nous, de faire de la préindexation de visuels. C'est-à-dire que je vous montrerai les exemples qu'on a générés. Ça marche très bien, mais il y a un mais, que je vous expliquerai tout à l'heure. Hein. Et puis, évidemment, la production d'images par des IA génératives que nous, on n'utilise pas aujourd'hui, dans la mesure où on estime qu'étant un logiciel de gestion de données, de banque de données, médias visuels, on n'a pas à rentrer en concurrence avec les gens dont c'est le métier et à générer des contenus à partir des bases de données que l'on gère. Mais bon, c'est une donnée importante qui peut être d'ailleurs prise en compte par certains éditeurs. Hein. Pour nous, ça ne sera pas notre cas. Alors le problème, il y a des opportunités, mais il y a aussi des risques. Hein. Alors déjà, il y a un risque majeur qui est l'exploitation abusive des données. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui est droit d'auteur, données personnelles, etc., dès lors que vous requêtez un large modèle comme GPT, eh bien, vous ne savez pas du tout où vont vos données et ce qu'ils en font. Donc, par rapport au droit d'auteur, alors droit à l'image, ils essaient de le contrôler plus ou moins en disant on ne reconnaît pas les personnes, on s'interdit de reconnaître les personnes, ou on s'interdit de reconnaître les logos, mais vous verrez que si on le cuisine bien, il va quand même vous sortir le nom du logo. Hein. Donc, l'exploitation abusive des données, c'est vraiment un point très très dur. Ensuite, alors nous, par rapport à notre éthique d'entreprise, c'est la difficulté, ce qu'on appelle interprétabilité, explicabilité. C'est des termes qui veulent dire que quand il vous donne un résultat, parfois il vous sort un résultat qui est complètement saugrenu. Donc ça veut dire que si vous voulez corriger le modèle, parce que nous, en tant qu'éditeur, notre vocation, c'est de pouvoir fournir de la performance à nos clients. Donc ça veut dire de pouvoir corriger les modèles qui ne sont pas efficaces. Et donc pour ça, on a besoin de savoir quelle est la raison pour laquelle il sort un résultat saugrenu. Or, plus les modèles sont gros, plus c'est impossible à savoir. Même les gens d'OpenAI, ils ne savent pas parfois pourquoi leur modèle, ils répondent ça. Parce que quand vous avez 175 milliards de paramètres qui vont donner un résultat, c'est quasiment impossible dans un temps humain de savoir clairement ce qui se passe. Donc ça, c'est un vrai challenge. Ensuite, vous avez les biais d'apprentissage qui peuvent être, je dirais, générés par des attaques éventuelles. Quand vous générez des prompts, vous pouvez avoir des bots qui vont envoyer des prompts qui vont fournir de l'information ou demander de l'information ou détourner une information, puisque normalement, il se réentraîne par rapport à certains prompts que vous lui envoyez ou des données que vous allez lui envoyer. Si vous envoyez des données fausses et en masse, forcément, vous allez biaiser le résultat. Donc ça, c'est un risque. C'est un risque pour nous parce que si on dit qu'on indexe avec ces modèles-là, ça veut dire qu'on s'engage pour nos clients. Et donc, nous, on ne peut pas s'engager sur des choses qui ne sont pas tangibles, quoi.
Et puis, on a déjà parlé, l'empreinte carbone. Voilà, l'empreinte carbone qui est colossale. Alors, les gens, les éditeurs vont vous dire, oui, on vous fait... on utilise des data centers green, on fait plein de choses sympas, on est les meilleurs du monde, mais là j'ai des gros doutes sur la capacité à dire que quand on voit la puissance nécessaire pour pouvoir entraîner ces modèles, on va être vertueux au bout du compte. Alors ça, pour nous, c'est vraiment, vraiment une problématique. Hein. On est un peu schizophrène là. Hein. Que nous faisant du DAM, on est amené à stocker beaucoup de données pour les clients. On est amené à utiliser de l'IA pour pouvoir faire du calcul. On utilise la bande passante. Et donc sur ces trois paramètres-là, aujourd'hui, on n'a pas de solution réelle et crédible pour pouvoir être vertueux. Hein. Moi, je dis clairement, on y travaille, mais il n'y a pas de solution réelle pour dire, à moins de faire du greenwashing, hein, parce que la planète ne serait pas suffisamment grande pour planter suffisamment d'arbres pour compenser toute l'énergie que l'on va dépenser. Donc, il y a un vrai problème et il y a un vrai enjeu. Alors, par rapport à l'exploitation des données par ChatGPT, vous savez, la première phrase sur la problématique. Quand vous lui demandez quelle est la politique au niveau propriété intellectuelle par rapport aux entrées utilisateurs, il va vous dire, il n'y a pas de problème, vous restez propriétaire. Nous, on est super vertueux. Vous êtes propriétaire de vos données. Sauf qu'un peu plus loin, quand vous lui dites, quand vous le cuisinez un peu plus, il va vous dire, oui, en fournissant des entrées à ChatGPT, vous accordez à OpenAI une licence mondiale, perpétuelle, irrévocable, non exclusive, libre de droit et pouvant donner lieu à des sous-licences. C'est-à-dire qu'en gros, vous leur filez les infos, ils s'en servent, très bien, c'est du gagnant-gagnant, hein, mais au bout du compte, ils peuvent réutiliser les infos que vous lui donnez pour à côté, et pour leurs partenaires aussi. Donc ça, c'est la grosse problématique. Ça, c'est un extrait des conditions d'utilisation de ChatGPT par lui-même. D'accord ? Donc vous lui posez la question, il répond. Donc c'est un vrai souci. Nous, on a essentiellement des comptes qui sont des comptes avec des données, une certaine confidentialité industrie, pour ne pas parler de confidentialité défense, puisque la défense c'est notre premier secteur. Si on travaille aussi, également beaucoup aussi dans le tourisme. Dans le tourisme, ça marche très très bien, en l'occurrence, mais vous avez, par rapport à des photos d'un photographe, sur lequel vous avez signé un contrat de cession de droit, vous n'avez aucune garantie quand vous injectez les photos à l'intérieur. Donc je ne suis pas en train de faire de la non-vente ou de la mévente, je suis en train d'essayer de vous donner des éléments pour pouvoir juger de manière objective. D'accord ? Parce que tout le monde est en train de s'exciter là-dessus, mais il faut quand même voir quelles sont les conséquences d'utilisation de ce genre d'outils. Hein ? Alors, sur l'IA dans Ajaris. Alors, je vous ai listé un certain nombre de fonctions que l'on fait par IA. Donc, du plus simple au plus complexe, au plus récent, on a depuis longtemps fait de la recherche par dominante de couleur par rapport aux dominantes qui sont dans les images. Donc, vous n'avez pas indexé évidemment les couleurs, on les détecte automatiquement, on fait de la recherche, je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, on a eu fait également pas mal de recherches de doublons et d'images proches ou très proches. Ensuite, depuis 2017, on a sorti un système de reconnaissance de visage qui est assez efficace. On est à peu près à 98% de taux de réussite. Hein. Donc détection à 100%, reconnaissance à 98%. Mais là encore, le plus qu'on amène, c'est que le client peut entraîner son modèle. C'est-à-dire qu'il va entraîner son modèle par rapport à un pool d'images de gens présents dans son entreprise. On ne va pas chercher dans des méga banques d'images les profils de gens et les visages de gens qui ont mis des images sur Facebook et qui sont dans ces banques d'images-là dont on commence à parler, 50 milliards de visages. Il y en a une en particulier. Nous, on reste dans un périmètre qui est quand même assez sécurisé et confidentiel.
puis on a fait des recherches plan à plan dans les vidéos, c'est assez pratique, hein, puisqu'on arrive à sortir les plans automatiquement, ce qui est pratique pour faire des extractions et autres. L'aide à la transcription automatique. Alors je vais vous montrer des exemples après. Hein. Et à partir de cette transcription automatique, on fait de la préindexation de vidéos et de podcasts. Et puis la dernière fonction qu'on a greffée dans le produit depuis peu, c'est un couplage avec GPT-4 pour pouvoir faire de l'indexation de visuels et de la synthèse de bande son ou des choses comme ça. Donc, comme je vous l'ai promis, donc voilà. Donc ici vous avez Ajaris. Hein. Alors je ne vais pas vous faire une démo du produit, je vais simplement vous montrer les résultats qu'on peut arriver à obtenir. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la pertinence des modèles. Ici, j'ai des indexations qui sont des indexations faites avec GPT-4. Donc on va afficher en dessous. Qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire? On lui a demandé de décrire en fait la photo selon 3 modes. Alors on va passer sur la partie back. Voilà. Donc ici, si on prend, on voit le titre qu'il a généré automatiquement. Alors on lui a demandé, bien évidemment, le résultat va dépendre de la qualité des prompts et de la tonalité des prompts que vous allez faire. C'est un vrai métier. Donc nous, clairement, on teste, hein, on voit un peu ce que ça donne et on voit les résultats. Donc ici, vous avez une chaussure de sport. Hein. Donc il a généré ici un titre, c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Ensuite, il a généré une description. Donc dans le titre, il ne met pas de marque, mais au bout, quand on vraiment le cuisine, donc là on a aussi toute une partie centre d'intérêt, il a mis quand même quelque part que c'est une Adidas, parce qu'il a reconnu l'Adidas. Alors, il sort les mots-clés d'indexation, nous on appelle ça de la pré-indexation, et il n'a pas mis Adidas dedans, mais voilà, en fonction de la manière dont vous lui séquencez le prompt, eh bien, il va vous sortir les éléments qu'il a en information, en banque d'images, enfin en banque de données, pardon. Donc oui, effectivement, il a l'info, donc il peut la sortir. Après, il se retient, et puis quand vous le cuisinez, bam, il sort le truc, quoi. Hein, voilà, il faut savoir le prendre par les sentiments, et il arrive à sortir des choses intéressantes. Alors nous, il nous a quand même pas mal bluffé, parce qu'il arrive quand même à sortir des choses qui sont impressionnantes et à exploiter les informations qui sont dans l'image. Hein. Ici, par exemple, c'est un bougainvillier. Bon, bah, il a mis comme titre un peu accrocheur éclat violet sur le balcon. Il a vu que c'était, alors c'est chez moi, hein, désolé, mais il a vu que c'était sur le balcon chez moi. Et ensuite, il a quand même trouvé que c'était un bougainvillier. Il a mis ici même dans les mots-clés. Balcon, bougainvillier, plante. Alors, là, il n'y a aucune retouche, hein, c'est du full automatique. Hein. Ensuite, vous avez ici un exemple qui est intéressant. Alors là, évidemment, le Colisée, bam, il trouve direct. Hein. Voilà, les arches immortelles du Colisée. Donc ça, facile, hein, le Colisée, c'est connu par tout le monde. Il a l'info, il trouve l'info et il vous met l'info dans les mots-clés. Mais ici, alors je me suis un peu amusé avec lui. Donc, nous, on est aixois, hein, donc on n'est pas très loin d'Avignon. Il y a le festival en ce moment, c'est très bien. Et donc, j'ai fait une photo de nuit du Palais des Papes. Et donc, vous avez ici un titre. Il a fait un titre assez bateau, éclat nocturne d'un château médiéval, etc. Avec une description, architecture médiévale, château, illumination. C'est quand même assez... C'est top, quoi. Hein, c'est en termes d'efficacité. Alors, nous, on a limité dans le prompt. On peut lui donner une consigne pour dire on veut tant de mots-clés. On ne voulait pas lui demander de générer 200 mots-clés, ça ne servait à rien, mais que les mots-clés soient pertinents. Donc là, on lui a demandé de générer 5 mots-clés chaque fois, et il a sorti les mots-clés. Donc là, je me disais, ben, ok, il n'est pas quand même au top, parce qu'il m'a sorti château médiéval, mais il n'a pas vu que c'était le Palais des Papes. Alors, comme on a la possibilité d'écrire un prompt directement dans Ajaris, je peux lui demander d'affiner. Alors, je pose le micro. On a aussi un système de localisation de GPS, je vous montrerai tout à l'heure dans Ajaris, qui permet de repérer en fait, l'endroit où a été prise la photo. On aurait pu mettre en argument du prompt la localisation. On ne l'a pas fait,
volontairement pour voir ce que ça donnait. Vous lui envoyez ça, et puis vous faites votre requête. Voilà, et il dit, ce monument est le palais des papes. Donc en fait, quand vous affinez votre prompt, il va être beaucoup plus performant. C'est à la fois extraordinaire et c'est à la fois terrifiant, parce que ça veut dire qu'il a les infos en base. Hein. Voilà, il a vraiment les infos. Après, il faut lui extraire comme il le faut, quoi, hein. Voilà, donc ça, je peux faire un copier-coller, l'envoyer ou l'envoyer vers un champ de la base ou autre. Hein. Voilà. Alors, ça c'était pas mal, c'est à la Fondation Gianada en Suisse. Bon, là, il a quand même mis que c'était les couleurs de l'amour, c'est art contemporain, pop art, etc. Donc voilà, il a une certaine culture, le gars. Hein. Donc il a dit que c'était le love, je ne sais plus de quel artiste. Mais donc voilà, la description est quand même assez détaillée. C'est vraiment, enfin nous on est des techos de base, hein, donc on sait s'émerveiller quand on voit un outil. Mais il y a toujours les mais qui vont derrière, quoi. Hein. Voilà. Le dernier exemple que je veux vous montrer pour GPT, c'est GPT-4, c'est une photo de mon fils. Hein. Désolé, hein, on utilise la famille parce que moi, je n'ai pas de droit d'auteur à payer. Donc là, il dit « Souvenir du Colisée ». Et puis, il dit « Je ne peux pas fournir d'aide sur cette demande parce qu'il y a une personne ». Donc, il dit « Colisée, jeune, Rome, tourisme, veste ». Donc, les mots-clés sont bien. Hein. Donc c'est là que dans Ajaris, vous avez la possibilité de faire la reco faciale de manière sécurisée. Et donc il a reconnu mon fils. Mais ça, c'est pas GPT, hein, c'est Ajaris. C'est-à-dire que c'est notre moteur de reco facial. D'accord ? Donc il a reconnu que c'était mon fils et il a mis en complément. Ce qui fait qu'en fait, si je raisonne par l'absurde et que je dis je ne veux pas du tout indexer ma base, moi y mettre les mains, ce qui est complètement un délire. Enfin, nous, on sait en travaillant avec des documentalistes que ça ne marche pas, ça. Hein, bon. Mais vous pouvez quand même faire de la pré-indexation. Et donc, avec ces trois outils, un couplage à GPT-4 ou à un autre LLM, avec le système de reco facial que vous avez dans Ajaris et avec, bien entendu, la géolocalisation, ben, vous avez exactement les données qu'il vous faut pour indexer votre photo. Puisque là, il a bien vu qu'on était dans le Colisée. Hein. J'ai positionné sur le Colisée, à l'intérieur. Mais il a quand même fait une petite erreur, ChatGPT. Il a dit, cette image montre une personne posant devant le Colisée. En fait, ce n'est pas devant le Colisée, c'est dans le Colisée. Alors j'aurais pu le corriger, lui dire, t'es sûr que c'est devant le Colisée ? Voilà, il aurait probablement corrigé. Donc voilà, donc il y a toujours un petit peu des biais d'interprétation, mais c'est quand même très très impressionnant. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait de tout nouveau avec ChatGPT. Mais on le fait avec parcimonie, hein, pour la raison que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous envoyez des photos pour de l'indexation, bah, il en acquiert la propriété par la bande. Alors, quoi d'autre ? Ici, je vais vous montrer également ce qu'on peut faire. Sur... alors oui, par rapport à la problématique d'optimisation en fonction des contextes. Je vais vous montrer ici des photos qui sont... alors c'est une filiale à nous qui s'appelle Pixmaker qui fait des studios photos grand format pour shooter des véhicules d'occasion en 360 degrés pour Internet, pour la vente sur Internet. Si vous allez sur le site aramisauto.com, toutes les photos qui sont shootées sur aramisauto.com partent de chez nous. Et donc on a développé donc une gamme de studios qui s'appelle Pixmaker. Et voici l'assemblage de cette gamme de studios. Alors, ce que vous voyez ici, c'est que là, il est complètement perdu. Là. Parce que construction d'une scène circulaire, construction du cercle géant, les coulisses du spectacle, etc. Donc, préparation de scène pour le spectacle. Donc là, il n'est pas... Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est que pour faire de l'image générique, pour faire de l'image généraliste, ça marche très bien. Pour faire de l'image technique, ça peut marcher. Sauf que vous allez être obligé de lui envoyer votre fond documentaire, votre fond d'image. Et là, vous avez un gros problème de confidentialité industrie. D'accord ? Donc ici, si je prends l'image qui a été l'image de la photo dans le studio, hein,
studio terminé. Là, par contre, il a été assez bon, quoi. Il a dit, il a pu détecter à quoi ça correspondait. Il s'agit d'une photo d'un studio photographique automobile professionnel. Au centre se trouve une grande zone circulaire, etc. Il décrit, il dit qu'il y a un plateau tournant. Ben, il est quand même assez bon, quoi. Là, je dis, je respecte, quoi. C'est quand même assez bon. En revanche, sur les détails, ben, c'est un peu catastrophique, quoi. Donc, c'est pas parce qu'il saurait pas faire. Il saurait vachement bien faire s'il avait vos données. Voilà. Donc là, il dit entrepôt, montage, plateforme, etc. Alors pourquoi il dit c'est une scène circulaire, une structure circulaire au sol, préparation de scène pour le spectacle? Ben, tout simplement parce qu'en fait, dans les studios Pixmica, on utilise des tubulures que vous voyez sur les côtés, qui sont ce qu'on appelle des trusses, qui sont utilisés essentiellement aujourd'hui, c'est nous qui avons détourné l'utilisation, qui sont utilisés pour des festivals, pour monter des scènes, quoi. Voilà. Donc statistiquement, il a dit, ben, j'estime que c'est une scène de spectacle, mais en fait, c'est absolument pas ça. Dernière chose, ce que j'ai encore, oui, j'ai un petit peu de temps, 10 minutes. Dernière chose, sur la vidéo et l'audio. Donc ici, vous avez une photo, enfin un podcast déjà, c'est un podcast d'un neuroscientifique qui s'appelle Yves Agide sur le cerveau. Donc nous, on a fait la transcription de ce podcast. Un cerveau, c'est voilà. Alors ça, par contre, ce que je vous montre là, on n'interagit pas avec l'extérieur. C'est fait par des modèles et par des IA, par un cluster de calcul qu'on a chez nous et qu'on a entraîné avec les gens du LIA à Avignon. Et on arrive à sortir des choses en approximation qui sont pas trop mal. Alors aujourd'hui, je vous les montre pas parce que je sais qu'il y a des concurrents dans la salle, mais on a des choses beaucoup plus performantes et qu'on va sortir avec le LIA là, sur de l'analyse sémantique qui utilise un peu justement les technologies qui sont les larges modèles sémantiques. On aura des choses beaucoup plus performantes. Là, c'est ce qu'on faisait il y a 3-4 ans. Donc on parlait encore presque pas de ChatGPT. Alors ce qui est intéressant, c'est que par contre, ici, vous avez la pré-indexation par mots-clés qui est générée. Et puis, vous avez... on lui a demandé de faire quoi? On lui a demandé de générer un résumé. Voilà. Je vais lui demander d'arrêter. Donc ici, j'ai généré un résumé. Alors là, il est long, le podcast. Voilà. Donc, il m'a généré ici un résumé qui est vachement bien. Alors ça, il sait super bien faire. Là, on envoie en fait une transcription générée en automatique par notre modèle de calcul. On lui envoie, donc qui est bonne à 80%, on va dire. Aujourd'hui, on est sur des ratios qui sont entre 60 pour vraiment des captations qui sont mauvaises, des vieilles bandes, des captations avec beaucoup de bruit. Alors on élimine le bruit, mais les bruits dans la rue, par exemple, c'est très compliqué à filtrer. Donc on est entre 60 et 80-90% d'efficacité. Là, on doit être aux alentours de 80%. Et il a généré un résumé de la conférence. Le cerveau humain pèse environ 1,35 kg chez l'homme et légèrement moins chez la femme, etc., etc. Donc ça peut se faire par un simple prompt. On lui dit, ben voilà, on t'envoie un texte, tu nous renvoies un résumé. D'accord ? Et on lui a demandé ensuite de générer le titre, le mystère du cerveau, de la complexité neuronale à la production de la pensée. C'est pas dégueu, quoi. C'est vraiment très bon. Donc on a ce genre de choses, on sait faire ce genre de choses. Alors je les reproduis sur 2-3 exemples. Ici, par exemple, vous avez une présentation justement du module EasyTag, qui est une vidéo, voilà, qui est une présentation de notre module d'analyse de pistes audio. La reconnaissance automatique de la bande audio. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui est sorti. Et il a généré une description. Alors, c'est beaucoup plus court, la vidéo est beaucoup plus courte. Le module EasyTag permet la reconnaissance automatique de la bande audio d'une vidéo en identifiant les mots pertinents, en accessant automatiquement la fiche documentaire de la vidéo, etc. Là, je peux vous dire que c'est juste, puisque en fait, c'est nous qui avons fait la vidéo, donc on sait exactement de quoi il retourne. Mais la synthèse est vraiment très bonne. Voilà. Et met le titre, EasyTag, reconnaissance automatique et sous-titrage simplifié des bandes audio et vidéo. On n'aurait pas fait mieux. Voilà.
Donc, intéressant, à utiliser avec parcimonie. Et surtout, si vous n'avez pas peur de perdre vos données, quoi. Hein, voilà. Eh bien, on a fait le tour. Donc, question. Alors, j'ai quand même une petite conclusion à faire, parce qu'il faut désespérer de rien. Hein. La petite conclusion que je vais vous faire, c'est une phrase que j'ai extraite d'un podcast qui s'appelle Le Code a changé, que je vous conseille d'ailleurs vivement, qui est le dimanche sur France Inter. C'était Alain Damasio, qui est un écrivain de science-fiction, qui est français, qui est connu mondialement. Et il disait, dans un LLM, l'IA va calculer le mot le plus probable en fonction du précédent. D'accord ? L'homme est capable de produire quelque chose de complètement inattendu, c'est l'improbabilité. C'est là où on sera de toute façon toujours meilleur. D'accord ? Donc pour les gens qui font du marketing, c'est bien d'utiliser ces outils-là. Par contre, pensez que vous êtes des humains, quoi. Voilà. Continuez à créer. C'est ce dont je vous conseille, quoi. Merci. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui. Là, c'est en fait un type de prompt qu'on lui a demandé. On lui a demandé d'extraire des centres d'intérêt de l'image pour pouvoir voir jusqu'où il pouvait aller. D'accord ? Par rapport à la description. Donc, il repositionne ça par rapport au contexte en disant voilà l'intérêt. Bon, mais attention, là, comment dire, cette interrogation GPT-4, on peut la paramétrer en fonction des demandes du client. Nous, on a des champs. On peut mettre autant de champs qu'on veut dans la fiche descriptive. On peut affecter un champ en sortie de la description et en sortie du prompt, pardon. Et en fonction des différents, on peut faire un prompt par champ, on peut en faire jusqu'à 6, je crois. Et ensuite réinjecter le résultat dans le champ. Aucun intérêt. C'est juste pour montrer que ça marche. Voilà. C'est une base de démo. Hein, donc, non, ce qui est intéressant de montrer, ce qui est intéressant pour les documentalistes, nous on a les documentalistes, on fait beaucoup de prestations, donc on connaît les contraintes. Hein, c'est de pouvoir, par exemple, c'est de pouvoir déjà faire une pré-indexation en générant des mots-clés. Là, on a vu qu'au niveau des mots-clés, il est vraiment excellent. Ensuite, souvent, on se prend la tête sur les titres qu'on va donner. Là, on peut lui donner des consignes par rapport au titre, à la perception du titre qu'on veut avoir, et il génère le titre. Et ensuite, il y a la description à part entière. Mais c'est un métier qu'on apprend nous aussi, en fonction des demandes clients que l'on a. Mais on est en plein dedans. Mais par contre, on est aussi à fond dans le développement avec des labos de recherche de modèles basés sur des LLM qui sont plus vertueux, plus souverains, comme Mistral AI par exemple, pour pouvoir traiter des sujets qui sont un peu plus confidentiels sur des clouds souverains. Bon, j'ai été clair, alors c'est bien. Oui. Oui, très souvent, oui. Tout le temps. Alors, nous, pour le moment, on n'a pas constaté parce que c'est quelque chose qu'on lance à peine. Voilà. Donc, justement, on essaie de tester un peu les réactions clients. Les réactions clients, elles sont toutes effet waouh, waouh. Et ensuite, c'est mes données, elles vont où? Voilà. Donc, on n'a pas encore pu répondre sur mes données, elles vont où? Voilà. Donc, moi, ce que je préconise, c'est que, parce que là, il y a une excitation partout hein, sur ces outils-là. Nous, on est très présents dans le tourisme. Donc, cet outil-là, il peut être utilisé dans le tourisme. Vous avez vu les exemples que je vous ai montrés hein, au niveau touristique. Ça marche super bien. C'est des organismes qui n'ont pas trop de budget, qui n'ont souvent pas de documentalistes. La base est gérée par une chargée de com. Et donc là, oui, il y a un intérêt parce que de toute façon, ça lui permet au moins, avec un certain niveau d'efficacité, de retrouver les images qu'elle a et qui sont à 90% ou 95% justes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se repositionner par rapport au cadre d'utilisation, par rapport au cas d'usage qu'on veut avoir derrière. Mais
effectivement, nous, on a un certain budget à la journée qu'on vend pour des documentalistes. On travaille avec des très grands comptes qui ont les budgets pour le faire. Par contre, sur les petites organisations, oui, il y a un vrai intérêt. Il faut être clair. Hein. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'on a fait ce couplage. Je ne dis pas qu'on était enthousiasmé de le faire. Quand on a vu les résultats, on s'est dit bah, finalement c'est pas mal. Voilà. Mais ça nous permet aussi d'arriver à apprendre dans l'outil pour pouvoir voir après derrière ce qu'on peut faire sur des modèles qui sont plus souverains, quoi. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, merci à vous.